Aussi, Bonsoir à tous. Tout ce qui est de talent, d'intelligence, de compétences s'est réuni ce soir autour de ce plateau. Sonia Souid est là pour parler football. Vous êtes agent de joueur, je le rappelle, ça vous fait très plaisir. Vous n'étiez pas venu depuis très très longtemps. Mais oui, vous m'aviez manqué. C'est très gentil. Philippe Diallo, lui, n'était pas venu également depuis très longtemps et ça nous fait plaisir. Voilà. Rost vient un peu trop souvent. Mais bon, on l'aime beaucoup, donc c'est un ami. Il vient. Bonjour Rost. Quand je vois de la lumière, je rentre. Exactement, mais la lumière, vous l'apportez parfois. Cher ami, c'est beau. Merci. Je ne sais plus qui merci, portait Pascal. sa lampe. David Aiello, qui a rencontré Franck McCourt et qui lui a demandé un peu d'argent. Et ça sera une interview qu'on écoutera dans quelques instants. Pour Yahoo, interview que vous avez réalisée. Thibaut Vézirian qui est là tous les soirs. Cher Thibaut, bonsoir. Et puis Pierre Maturana, parce que bonsoir. C'est terrible de vieillir. Je le dis, mais vraiment, j'aime bien Bernard Lama, mais je trouve que son interview dans SoFoot est terrible. Superbe. Il y a une forme d'aigreur, de rancœur, de ressentiment. Pourquoi dit-il des choses si méchantes? Je sais pas. Après, chacun juge si c'est méchant ou pas. En tout cas, il avait envie de parler, il avait envie de s'exprimer. C'est vrai qu'on ne donne pas souvent la parole. Non, mais je suis pas content. Je peux dire, si on va chercher un buzz avec Bernard Lama, quand même, faut avoir un cheminement qui est particulier. Mais ces anciens sportifs qui déversent leur bile sur... j'ai toujours du mal à comprendre. Après, nous, on ne le sollicite pas. Non, mais tout le monde ne déverse pas sa bile. Il y a des gens qui sont politique, c'est la même chose. Oui, mais c'est pas là, en ce qui concerne Bernard Lama, si je peux me permettre, c'est pas le fait qu'il soit un ancien sportif, parce qu'il a toujours été comme ça, il a toujours été assez versatile. Il a toujours été aigri, c'est ce que vous voulez dire. Il a toujours eu un franc-parler, il a toujours eu... Alors j'en retire peut-être le mot aigreur, peut-être est-il trop fort, mais il y a quelque chose de passion triste, comme disait un célèbre footballeur néerlandais. Sans doute, mais après on n'est pas allé chercher Bernard Lama dans le but de lui faire cracher des choses. Il était, l'interview durait 4 heures et à un moment il avait envie 4 heures et vous en avez gardé 10 secondes. Il y a 4 heures. Vous faites du bon boulot, monsieur. Vous regardez 10 secondes. Vous faites un bon boulot. Vous faites un joli métier. Bon, Fréjus Saint-Raphaël. Hommage à la CFA, condamnée de jouer le mardi et le mercredi en Coupe de France, alors qu'elle devrait jouer le week-end la Coupe de France, Thibaut. Et pourtant ils l'ont fait, et ils l'ont fait, voilà, Fréjus. De ces huitièmes de finale de Coupe de France, il est là, Fréjus Saint-Raphaël, qui bat l'AJ Auxerre, pensionnaire de Ligue 2, une CFA contre une Ligue 2, notamment grâce à ses balles en profondeur qui ont tué la défense de l'AJA, avec notamment Nepokusek Mendy qui file dès la 7e minute, marqué l'ouverture du score, et ce triple salto, je ne sais pas le nom exact, mais c'est magnifique. Et puis un peu avant la mi-temps, regardez ce doublé. C'est le triple salto, ça s'appelle d'ailleurs. C'est son nom depuis le baron de Pierre de Coubertin. Il l'a fait dans l'autre sens, je ne sais plus exactement si. Il s'appelle, son prénom c'est Nepokusek. Et on va l'avoir a priori en ligne dans quelques secondes ou en Skype, car nous sommes également maintenant Skypés. On a essayé le Skype, je suis on va prendre finalement le télégraphe d'Edison, ça marche mieux. On a une image de la joie des vestiaires. On a les images, bien sûr, on devait les enchaîner. Montrez-nous un peu l'euphorie, la folie de ces vestiaires. Ça, c'est des images qu'on adore, bien sûr. Et je vais vous laisser profiter de cette ambiance magique dans le vestiaire de Fréjus. Voilà. En ce moment, mais le Skype nous a trahis. Et Nepokusek Mendy est avec nous. Bonjour Nepokusek. Bonsoir à tous. Et bravo pour ce triple salto. Alors, pourquoi on vous a demandé de venir? Parce que quand on m'a dit votre histoire, je n'y crois pas. On me dit que vous avez commencé le football il y a 3 ans. Et ça, je crois que ce n'est pas possible. C'est exact. J'ai commencé le foot réellement, on va dire, de façon très sérieuse il y a 3 ans et demi. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont mis en contact avec donc le club de Fréjus Saint-Raphaël et mon entraîneur actuel, Charlie Paquillet. Et c'est de là où a commencé mon aventure, tout simplement. Vous êtes un génie, vous avez quel âge, Nepokusek? Nepok, si vous voulez, c'est plus simple, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai 24 ans et... vous avez commencé le foot à 20 ans? Non. 24 ans, je me considère pas comme un génie. Je me considère juste comme une personne chanceuse qui profite de chaque instant et qui travaille, qui bosse dur pour arriver à ses envies, en fait, tout simplement. Mais vous faisiez quoi avant comme sport?
J'ai fait beaucoup de sports, je pratique un peu tous les sports, j'ai beaucoup joué au foot, mais vraiment avec des amis, juste par pur plaisir, mais jamais de façon très sérieuse. Oui, évidemment. C'est ce qui m'a toujours passionné, le foot. Après, d'accord. Bon, alors là, vous aviez quand même quelques notions du football. Non, j'ai pas appris le foot du jour au lendemain. J'ai quand même eu quelques bases par le biais de mes amis en jouant souvent la semaine entre nous, tout simplement. Bon, écoutez, c'était sympa. On voulait vous faire un petit coucou, vous rendre hommage. Fréjus Saint-Raphaël est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Nepo Mendy, bonne chance à vous et à très vite. Merci. Pourquoi pas sur ce plateau avant de jouer le Paris Saint-Germain la veille. On ne sait pas si vous jouez au Parc des Princes, vous viendrez nous voir. Pourquoi pas. Merci. On verra. Merci. C'est incroyable quand même cette affaire. Ça, c'est les belles mais histoires de la Coupe. Mais c'est ce qui est beau dans une Coupe de France. Oui, mais c'est ça aussi qu'on recherche. Première licence, il y a... Non, je parlais plus de la victoire du club. Non, mais ça nous donne... C'est hallucinant. Après, il n'a pas voulu trop développer, mais on comprend bien qu'il a quand même joué pendant des années avec ses camarades. Vous sembliez surpris, Pascal. Oui, je suis surpris. On ne commence pas à jouer au football à 21 ans. Non, mais s'il a pris une licence il y a 3 ans, c'est quand même assez extraordinaire. Tactiquement, il va avoir quand même des lacunes. Il doit compenser par un physique et une technique hors norme, parce que tactiquement, ça doit être compliqué quand même de commencer le foot avec une licence à 21 ans. Et par une légèreté de la défense auxerroise, parce que sur les 2 buts qu'on voit, il y a une certaine naïveté. Oui, mais cela dit, quand même, moi je salue quand même la rage avec laquelle ils ont joué, parce qu'on a vu le match. Et c'est ce qui a fait la différence. Mais oui, parce qu'on a vu. Mais c'est ce qui a fait la différence d'ailleurs, c'est que eux avaient l'envie sur tous les ballons. Ça, les matchs. Et dites-moi, monsieur Diallo, qui représente les institutions. J'aime bien, je sais que vous aimez cette présentation. Mais oui, mais parce que vous êtes un institutionnel ici. C'est un peu la langue, voilà. La langue de bois, c'est ça. Non, la langue de bois, non. Vous trouvez bien que la Coupe de France se joue la semaine ? Et vous savez que le calendrier est ultra chargé, donc on joue. Parce il est chargé par qui ? Par vous ? Par les professionnels de l'UCPF ? Par l'argent que vous représentez ici sur ce plateau ? Et que vous diffusez avec bonheur. Certes, non, mais c'est dommage, on aime bien les amateurs, ça pourrait être pas mal le week-end. On le sait, mais vous savez, le calendrier il est tellement chargé qu'il n'y a pas de place. Malheureusement, il n'y a que 7 jours dans la semaine et il y a des matchs tous les jours. Bon, Marseille-Monaco, donc ce soir, c'est les 8e de finale. Et le match de la peur pour l'Olympique de Marseille. Après, de la peur. Quand même. Du rachat. Du rachat ou de la peur, soit l'un, soit l'autre. Dans les deux sens. Optimiste. Certainement devant un public très maigre, un stade Vélodrome à moitié vide. Rendez-vous en direct à 21h05. Eric Huette est avec nous en direct du stade Vélodrome. Quel système ce soir ? Est-ce qu'on va mettre le bus ? Bonsoir Eric. Bonsoir Pascal, bonsoir à toutes et à tous. On va voir ce que va faire Rudy Garcia. Hier en conférence de presse, il avait effectivement prévenu qu'il allait peut-être changer de tactique. Il a surtout évoqué une question de mental. Pour lui, c'est surtout le mental qui a fait la différence dimanche soir contre le Paris Saint-Germain. Hier, à l'entraînement, il a travaillé en 4-3-3, mais aussi avec une défense à 5. Faut-il bétonner contre la meilleure attaque d'Europe ? A priori, oui. Et dans ce cas-là, Sertic viendrait en défense centrale aux côtés de Fanny Rolando. Bedimo va démarrer à la place d'Evra et puis Quid en pointe à la place habituelle évidemment de Gomis qui n'est pas là depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que ça sera Thauvin? Est-ce que ça sera Cabella? NJ? Nous aurons la réponse dans quelques minutes. En tout cas, les Marseillais ici, je peux vous l'assurer, n'ont pas envie de se lever une deuxième fois de la semaine avec la gueule de bois. La crainte a succédé à la honte, la crainte d'affronter le cador de la Ligue 1, un autre cador après Paris, le leader en personne, l'AS Monaco, qui a déjà vaincu l'OM 2 fois cette saison en marquant à chaque fois 4 buts. Alors certes, ce soir, ce n'est pas du tout la même équipe de Monaco, elle est remaniée, absence de Subasic, de Glick, de Falcao, de Carrillo, retour dans le 11 de départ en principe de Dirard, de Radji et puis de Benjamin Mendy, un ancien de la maison marseillaise. L'entraîneur de l'OM, Rudy Garcia, a dit qu'il avait sa petite idée sur la stratégie à adopter pour vaincre Monaco. Il n'a évidemment rien dévoilé de ses intentions. Et puis oui, effectivement, ce match va se dérouler dans un stade à moitié vide, entre 25 000 et 30 000 personnes. On est loin du record d'affluence battu au Vélodrome dimanche dernier contre le PSG. Merci Eric, vous étiez exhaustif, c'était parfait. On va écouter Rudy Garcia. J'attends une réponse, quoi. Il attend une réponse. Les joueurs, on verra ce qu'ils donneront sur le terrain, parce que c'est bien beau de parler, parce que moi je sais ce que je leur ai dit, et maintenant j'attendrai des réponses sur le terrain, il y a que ça à faire. Le coach, il est enragé, donc il faut pas se laisser gagner par les émotions, raison garder, mais mettre cette rage sur le terrain
demain soir, parce que c'est déjà demain. Et ce qui va être intéressant, c'est de réfléchir aux raisons du naufrage marseillais. Alors évidemment, beaucoup de gens ont dit, est-ce que c'est tactique? Et Rudy Garcia a répondu. Contre le PSG, on a tout essayé, on a fini à 5, on s'est fait balader dans notre surface de réparation, on a pressé au début, pendant 5 minutes, on a été top, on a mis des coups, on était bien. Dès qu'on a pris 2 buts, on s'est éteint. Donc c'est pas une question de tactique, de stratégie ou autre chose. J'adore la sincérité de Rudy Garcia. Oui, on était bien, on a mis des coups au départ, etc. Pendant 5 minutes. Hein. Bon, pendant 5 minutes, on était bien. Bon, c'est quoi le problème de l'OM? Sonia? Je pense déjà c'est au niveau défensif. Je pense qu'il y a un problème. Après, par rapport au match de PSG ou en général? De manière générale, c'est quoi le problème de l'OM en ce moment quand vous regardez effectivement le match contre Paris Saint-Germain? C'est un club. D'ailleurs, j'ai lu ça ce matin. Au niveau de la stabilité du groupe, elle n'y est pas. Donc, il y a tout à reconstruire. J'ai regardé votre interview avec Monsieur McCourt. Je pense qu'il va avoir pas un lessivage, mais bon, ce mercato d'été, en tout cas, va être très important pour Marseille, s'ils veulent être dans les premiers plans, ça c'est sûr. Philippe Diallo. Quitte à être un peu provocateur, je dirais qu'on a beaucoup parlé de la défaite de Marseille contre le PSG, mais d'une certaine manière, dans le projet de Marseille, c'est presque anecdotique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une année de transition, une saison de transition. Exactement. Donc, ils ont essayé de se renforcer un petit peu au mercato d'hiver, avec des gens comme Payet, Evra, et puis... le vrai départ du projet, en fait, il est cet été. C'est là qu'on attend que Marseille fasse les investissements nécessaires pour amener l'équipe où les supporters l'attendent, c'est-à-dire le plus près possible et si possible sur le podium. Mais symboliquement, c'est toujours très embêtant de prendre une raté contre Paris. Donc c'est vrai que je vois ce que vous voulez dire. Sur la durée, bien sûr que c'est anecdotique et c'est que 3 points. Mais il n'empêche que les traces à Barcelone. Peut-être, mais il n'empêche que... Non, mais c'est à la fois vrai, même et je pense que les gens, les supporters de Marseille le comprennent. Vous n'avez pas entendu les réactions. Enfin, hier soir, vous avez passé Bengus, vous avez passé René Malvion, ils ne comprennent rien du tout. Pour l'instant, ils ne comprennent rien du tout. Ils n'acceptent pas, au contraire. Ne prenez pas. Donc ils acceptent de perdre 4-1 contre Monaco, mais pas ça. Il y a 2 types de choses. Il y a le spectacle d'un Bengus et d'un Malville qui joue lui-même et qui met en scène sa colère. Oui, mais qui le pense. Oui, mais il y a une part de colère. C'est la société du spectacle, mais sur le fond, Pascal, j'étais au stade Vélodrome dimanche, en sortant du stade, déjà, vous l'avez dit, à la 50e minute, il y a un tiers du stade qui était vide, quand même, et ensuite, en sortant du stade... Ils vont pas mettre le feu tout de suite, c'est ce que je veux dire. Pierre Maturana. Vous êtes fatigant. Il vient de commencer, McCourt. Et vous l'avez interrogé, ils vont pas tout de suite mettre le feu au stade, quand même. Non, il peut vous dire qu'ils étaient extrêmement déçus. Mais oui. Et révoltés. Révoltés. Ils étaient révoltés. Pierre Maturana. J'allais dire Franck McCourt. Je vous ai pris pour Franck McCourt. C'est la barre. Je sais que vous avez la surface financière. Je pense qu'il y a 2 aspects à aborder. Le premier est tout simple, c'est que Marseille est une équipe avec un effectif franchement moyen. Voilà, moyen. Alors tu peux mettre un très bon entraîneur avec les joueurs qu'il a, il peut pas faire grand chose. Avec la défense qu'il a, il peut quasiment rien faire. Il peut jouer à 4 ou à 5, comme il a dit, ça va pas changer grand chose. Et après, la deuxième chose, sur le projet, je trouve que l'OM a une petite erreur dans sa communication. C'est l'OM communique un peu comme un cadre du championnat, quoi. C'est-à-dire que je trouve que Marseille se voit déjà un peu trop beau par rapport à ce qu'ils sont vraiment en ce moment. Je veux bien croire que cet été, il y aura des choses qui vont être faites. Je veux bien croire qu'il y a un projet qui semble sérieux, qu'il y a des gens qui sont investis derrière, etc. Mais je trouve que en ce moment, ils communiquent un peu comme s'ils étaient déjà un gros du championnat. Alors que très sérieusement, ils ont une équipe qui est entre la 6e, 10e place, quoi. Bon, les recrues n'ont pas été terribles. Hein. Votre ami Evra, franchement... mais non, attendez, Pascal, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, non, oui. mais attendez, j'ai le droit de dire qu'il n'a pas été très bon, quand même. Il vient d'arriver. C'est un petit jeune qui a besoin de temps. Non, mais c'est une équipe qui est en reconstruction. Evra n'a pas été... Lui, il est en déconstruction. Il est sévère. Non, mais je suis... Non, mais il n'est pas sévère, c'est vrai. Mais il va peut-être être bon. Non, mais là, vous cherchez les embrouilles, mais... Oui, c'est ma nature. C'est ma nature. Non, mais je provoque un peu. Non, mais Evra, son rôle, il est pas d'élever cette équipe sur le physique. Mentalement. Surtout. Il est là pour rassurer, il est là pour apporter. Et bien justement. Attendez, mais laissez-lui le temps. Laissez le temps, il a 35 ans. Mais il n'a pas l'effectif pour l'instant. On va pas lui laisser 10 ans, non mais. Pas tous ensemble, s'il vous plaît, le mental. Le mental, puisque vous en parlez, Rudy Garcia l'a évoqué, est-ce que c'est un problème mental? Voilà. C'est une question de mental, c'est une question de rester dans le match, une question d'avoir 11 lions sur le terrain et d'être déterminé.
Il faut progresser absolument dans ce domaine-là. Et voilà, l'avenue de Monaco, elle est parfaite pour ça. On va voir si on est capable de s'accrocher contre un adversaire qui, pour moi, est au moins du calibre du PSG, c'est-à-dire une équipe le PSG qui est bâtie pour gagner la Champions League. Et comme bien même Monaco n'a pas peut-être cette ambition-là, pour moi, ils sont encore plus forts. Je vous l'ai dit après le match du PSG, donc je ne change pas d'avis. Et pour vous faire plaisir, on va réécouter Bengouz et René Malville, puisqu'ils vont dans le sens justement de ce mental, même s'il y a une mise en scène, ce que je vous disais tout à l'heure, une forme de second degré. À peine. Il y a un second degré chez Bengouz. J'espère que quand il parle avec un casque sur la tête, il est au second degré. Écoutons-le. Je suis indigné, catastrophé. On s'est fait, comme dit la Provence, on s'est fait piétiner. Même les joueurs parisiens, ils sont étonnés, ils ont dit on aurait cru quand même que ce soit un petit peu plus dur. Comme ça, ils en ont rajouté une petite couche. Qu'est-ce que c'est 5-1, tu te prends en plein classico, gros. En plein classico, tu te prends 5-1, gros. Mais c'est ça, comment vous vous êtes, les gars. C'est ça de respecter un club. C'est ça de respecter un maillot. Bon, il y a une part de mise en scène. Je vois pas où est la mise en scène. Un petit peu. Mais c'était pour parler du problème mental. Simplement, là, on va attaquer le dur avec vous et avec Philippe aussi, puisque c'est le projet McCourt, vous l'avez rencontré. Question que vous lui posez très claire. À quel niveau vous êtes prêt à investir 50 ou 60 millions d'euros oui, sur un joueur, un joueur? Parce que c'était une question qu'on n'avait pas. On savait depuis le début qu'ils allaient investir 200 millions, mais comment? Est-ce que ça allait être 10 fois 20 millions? Bon, il y a déjà eu un joueur à 30 millions. Ou est-ce qu'ils étaient prêts à aller chercher un très gros, que ça soit derrière ou devant, puisqu'effectivement, on parle beaucoup des problèmes de défense. Mais là, il va vous répondre si vous voulez. Et il va nous répondre. Puisque, quoi, il va vous répondre. Il vous a répondu, parce que c'est vous qui avez posé la question. Mon expérience dans le sport m'a enseigné quelques leçons. Et l'une de ces leçons est que la question n'est pas combien vous dépensez, mais si vous dépensez de façon intelligente. 200 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Plus d'argent que l'OM a pu en dépenser au cours des 20 dernières années. Alors oui, c'est évidemment capital d'investir dans des joueurs, mais encore une fois, ce n'est pas une garantie de succès. Vous savez, certains investissent beaucoup d'argent et échouent, d'autres dépensent beaucoup moins et réussissent. I'm ready to pay something like 50 or 60 million euros for a player if that's the right one. If you're sure that's the right one, that's the right player for Marseille, are you able to pay this fee? Yes. Oui, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est notre objectif. Si nous déterminons collectivement qu'il s'agit du meilleur investissement, de la meilleure stratégie pour atteindre notre objectif, alors la réponse est oui. Au-delà des réponses, c'était les questions qui étaient intéressantes dans ce qu'on vient de voir et la qualité de votre anglais. Salut la classe, David. Bon, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant, Philippe Diallo, vous qui êtes avec les présidents tout le temps, parce qu'il dit voilà, tu peux mettre beaucoup d'argent et pas forcément gagner. Ben ça, évidemment, bien que il est bien évident aussi, les corrélations sont claires. Plus vous avez d'argent, plus vous avez un budget élevé et plus vous avez de chances d'avoir des résultats. Ce qu'il dit, c'est comment on utilise cet argent. Après, parce que vous avez Moratti qui investit 1 milliard à l'Inter, mais c'est rien gagné. Le PSG investit. C'est le marché, pas grand-chose. C'est aussi le marché des joueurs cet été qui va dire l'investissement. Au bout de 15 ans. Oui, mais c'est le marché des joueurs. Alors, est-ce que par exemple, vous avez des pistes de type de joueurs qui pourraient rejoindre l'OM? Parce que ça, les gens nous s'intéressent forcément à ça. Un joueur, par exemple, qui pourrait venir à l'OM. Moi, ce que je trouve fou déjà, c'est d'imaginer que l'OM achète qu'un seul joueur. Et si tu prends le meilleur joueur que tu peux à 50-60 millions d'euros, il reste quand même tous les autres autour qui sont hyper problématiques. Aujourd'hui, à Marseille, il faut changer 5-6 joueurs. Oui, mais par exemple, si tu prends Glick, Monaco ne l'a pas payé très cher et c'est un super joueur. D'accord, il faut les trouver aussi, les Glick. Mais c'est là où il est contradictoire. Là, il n'y a pas d'euros pour se révéler. C'est d'ailleurs là où il est contradictoire dans son discours. Il dit qu'il ne faut pas forcément... c'est pas une question d'argent uniquement, mais une cohérence. Il a raison dans l'absolu. Parce qu'on l'a vu il y a quelques années, même avec Montpellier, qui avait un bel effectif. Même Marseille, à une époque, qui n'avait pas forcément de stars, mais qui avait quand même un bel effectif. Et c'est ça, quand les joueurs arrivent à jouer ensemble, il n'y a pas besoin de dépenser des milliards pour ça. Même si Sonia Souid. Sonia, laissez parler Sonia, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Non, parce que le joueur de 60 millions, il ne suffit pas d'avoir les 60 millions, il faut aussi le convaincre de rejoindre le projet. Parce qu'au début, le Paris Saint-Germain, et c'est pour ça que vous êtes l'agent vous-même, car vous savez convaincre le joueur. Attirer de gros joueurs. Au début.
Mais moi, je pense qu'elle a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'effectivement, des joueurs, c'est qu'un peu comme les grands entraîneurs ou les grands joueurs ne viennent que s'ils s'inscrivent dans un projet global. C'est-à-dire qu'il faut qu'autour de ce grand joueur, il y ait une équipe qui lui permette d'avoir des trophées. Donc, c'est pour ça que la façon d'investir, c'est vraiment de bâtir une équipe dans son ensemble. Je pense que ça sera progressif. Ça risque aussi de ne pas se faire en une seule saison. Regardez le Paris Saint-Germain, ça a mis du temps pour bâtir. Le PSG. Pour être champion, ça a été vite quand même. Alors, l'équipe de Leonardo, elle a été tout de suite performante. Ouais, mais ils ne sont pas arrivés avec les mêmes moyens. Oui, ils sont tout de suite performants. Ils ne sont pas arrivés avec les mêmes moyens. Je suis d'accord avec vous. Et vous n'avez pas mis 60 millions d'euros pour acheter Ibra. Non, mais ils ont mis 42 sur Pastore. Ils ont mis beaucoup sur Zlatan. Écoutons McCourt sur la commanderie. Alors, il trouve que la commanderie est déjà trop petite, c'est ça? Bah oui, elle est petite, c'est un fait. Elle est trop petite. La commanderie est trop petite. We're now wrapping up Nous avons lancé un vaste audit pour situer le centre d'entraînement de l'OM par rapport aux autres grands clubs européens. Nous allons ensuite l'analyser et déterminer si la commanderie peut recevoir les améliorations nécessaires, à la fois en termes d'espace et de qualité d'entraînement. Si c'est possible, super. Sinon, il faudra regarder ailleurs pour trouver le bon endroit. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que les infrastructures de l'OM sont très loin des standards compétitifs. Ça, c'est intéressant, c'est une prise de position. Bravo pour votre interview qu'on peut le voir en continu, en longueur, sur le site Yahoo de l'ami, notamment Alexandre Delperrier. On a posé la question aux supporters sur les réseaux sociaux. On leur a demandé si justement ces paroles de Frank McCourt les avaient conquis. Est-ce que ces promesses leur avaient plu? Et c'est plutôt non à 36%, mais 45% qui disent attendons l'été. On laisse encore 6 mois de patience parce qu'en effet, ce premier mercato réalisé par l'Américain ne leur a pas spécialement plu. Il y a des commentaires qui sont tombés aussi contre le hashtag 20h-foot. Et là, on nous dit des paroles c'est bien, des axes c'est mieux. Pour l'instant, Payet c'est nul. Et le jugement du mercato janvier, on nous dit que les résultats sont pires en fait après le mercato, avec des grosses défaites contre Monaco ou le PSG, alors que finalement, même avant les premiers choix de transfert, c'était pas aussi faible à l'OM. On a l'impression que c'est pire. Hashtag 20h-foot, vous pouvez réagir comme Debo qui dit Nice est la preuve qu'en investissant intelligemment, on peut aller loin. Ce qui est tout à fait vrai. Un mot sur Monaco, qui joue donc ce soir au stade de Vélodrome. Y aurait-il un risque de surchauffe du côté de l'AS Monaco? Ils sont engagés dans tous les tableaux, finale de Coupe de la Ligue notamment prochainement face au PSG. Les cadres jouent énormément, près de 40 matchs quasiment pour Glick, Fabinho ou Jemerson. Alors Monaco peut-il flancher physiquement à l'approche de la dernière ligne droite? On a les statistiques en minutes. Ils dépassent les 3000 minutes. C'est le cas de Subasic, Glick, Jemerson et Fabinho. C'est colossal. 12 joueurs ont joué plus de 2000 minutes. 3 monégasques sont même dans le top 11 européen des minutes jouées. Oui. Alors là, on se dit que pour la dernière ligne droite, ça passe ou ça casse. Mais les joueurs aiment bien jouer. Honnêtement, sur une saison, ils adorent jouer parce que tu t'entraînes pas. Et on connaît le résultat à chaque fois en mars-avril, ça craque. Non, pas forcément les joueurs. Bien sûr, ils en sont déjà à 40 matchs en février. Après, ils ont un gros effectif quand même. Ils ont un banc, ils peuvent faire tourner. Il faut juste choisir sur quel match tu fais tourner. Et c'est vrai que c'est tellement serré en tête de la Ligue 1 que faire tourner, c'est pas simple. Si tu compares avec Paris, il faut peut-être, alors c'est triste à dire, peut-être faire une pas la bazarder, mais peut-être faire une petite croix sur la Coupe de France, ou parce qu'ils ont quand même un gros match à jouer contre City qui n'est pas perdu. 2-0, 3-1, 4-2, Monaco peut le faire tous les 2 jours. Donc voilà, il y a peut-être une compétition à mettre de côté. C'est dommage, mais voilà. Mais après, tous les joueurs qui vont être alignés par Jardim sont que des joueurs compétitifs que n'importe quel club de Ligue 1 aimerait avoir dans son effectif. Donc, et justement, Leonardo Jardim, il le dit, la fatigue, ce n'est pas comme sur la PlayStation. Mon fils, quand il joue à FIFA, il fait entrer le joueur flèche rouge et il fait sortir le joueur en vert. Ça, on connaît tout ça. Le foot, c'est pas ça, les joueurs n'ont pas de flèche verte ou rouge, donc c'est plus compliqué à gérer. C'est ce soir, c'est donc Marseille-Monaco, 8e de finale de la Coupe de France. Bordeaux-Lorient, c'était hier soir. Bordeaux va bien. Désormais, les Girondins de Bordeaux jouent en 4-3-3. Ils ont trouvé un vrai buteur, Gaëtan Laborde, en pleine réussite. Ça leur fait un bien fou, car après l'ouverture du score du Lorientais Jeannot, ici à la 47e minute, Bordeaux va cravacher et finalement égaliser à la 61e minute du pied droit d'abord pour Laborde, puis Ménez touche en une touche de balle Laborde, qui bat le compte d'un magnifique ballon piqué du pied gauche ici en pleine surface. C'est le Laborde qui était au Restart. C'est le Laborde du Restart et de Clermont. Et je me rappelle que les supporters disaient cette saison. Les supporters disaient mais ils sont fous de nous l'avoir prêté, mais bon on prend, mais mais je trouve qu'on a été, j'ai envie de dire que Gourvenec est à Bordeaux, ce qu'Emery a été au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il fallait lui donner un petit peu de temps.
Et là, ça commence à s'installer. Il est sur une belle série et que les entraîneurs ont besoin de temps. Ouais, c'est bien Pascal, que vous rappeliez, parce que vous l'avez dit depuis septembre, c'est ce que vous dites. Non, mais Pascal, ne jugeons pas les entraîneurs, laissons-leur le temps. C'est bien. Non, mais Et quelquefois, les joueurs aussi facile, ont besoin Pascal, de temps. Mais même parfois, voilà, tout le monde a besoin de temps. Vous avez raison, Sonia. C'est le meilleur. Comment Voilà. Evra, il a eu ce temps. Voilà. Lui, le problème, c'est qu'il n'a plus de temps. C'est ça. Bon. Non, mais c'est vrai que pour Gourvenec, il faut un petit peu de temps. C'est tout ce que je veux dire, ni plus ni moins. C'est un bon entraîneur. Il l'a déjà prouvé dans ses précédents postes. Et évidemment, à Bordeaux, il est en train de confirmer son talent d'entraîneur. Il n'y avait personne hier soir. Oui, mais enfin, le jeu n'est pas passionnant quand même. Hein. Franchement. C'est mieux, c'est ce qu'on dit. Non, mais c'est quand même. N'écoutez pas. 5e de Ligue 1 actuellement. Ça commence. C'est ce que je vous dis. Il y avait 6000 personnes. Mais il faut voir ce que les supporters bordelais se sont cognés pendant quelques années avant Gourvenec quand même. Donc il y a un moment où le mieux, ça se voit directement. Quoi. Bon, il n'y avait personne dans le stade hier soir. C'est quand même un mardi soir dans une ville de France quand même importante comme Bordeaux. Vous n'êtes pas capable. Le stade, Dieu sait qu'il est magnifique. Il est beau, mais il n'est pas souvent rempli. Non, mais il est dur à mal placer. C'est-à-dire qu'il faut partir vers 3-4 heures de l'après-midi. Il est ça qui est compliqué pour aller à Bordeaux parce que vous êtes. C'est pas facile d'accès. Mais une fois qu'on y est, on y est bien. Mais après, on rentre vers 1h du matin. Voilà, et on rentre chez soi le lendemain. Donc c'est pratique. Si vous avez des choses à faire, c'est assez pratique. Je vais au match ce soir. À demain. Bon, le programme de la Coupe de France. Les résultats et le programme de ces 8e de finale de Coupe de France. L'exploit de Fréjus face à Auxerre. On en parlait en début d'émission. L'élimination du CA Bastia qui jouait à Ajaccio, club de national, face à Angers. Et donc Bordeaux qui bat Lorient. Ce soir, Marseille reçoit Monaco. Et demain, le petit poussé Bergerac-Périgord. Et oui, Bergerac. Ça, c'est bien. Parlez-nous de Bergerac, qui est au cœur des... Ce sont les petits poussets. Et du coup, les petits poussets, dans ces cas-là... Mais vous dites, si vous me permettez, vous dites petit pousset, mais le pousset est toujours petit. C'est le... Personne ne dit le pousset non plus. C'est un personne ne dit le pousset. Mais le pousset, je suis d'accord avec vous, mais si, le pousset est par définition petit. C'est écrit... Je vais faire cette remarque. C'est écrit petit pousset sur leur maillot. Je suis d'accord. Mais le petit pousset, c'est le grand... Lançons le pousset. Je pourrais lancer le pousset. Hashtag le pousset. Hashtag le pousset. Donc le pousset Bergerac qui a reçu la visite de quelque chose d'exceptionnel hier dans un bar de la ville. Nul autre que la Coupe de France qui est venue leur rendre visite avec remise des maillots officiels du match. Maillot où est donc inscrit sur le petit rond en haut à gauche Petit Pousset. Oui. Et de quoi donc faire gentiment monter la pression. Cette Coupe de France qui était là chez eux avant la rencontre de ce jeudi soir face à Lille. Écoutons les supporters du Petit Pousset, Bergerac, Cyrano. On espère gagner bien sûr. Après on est content de tomber contre une Ligue 1 surtout. Mais on espère gagner. Les vitrines elles sont bleu-rouge et les écharpes, donc on sent vraiment que la Coupe de France c'est quelque chose d'important cette saison ici à Bergerac. C'est une très bonne chose pour la ville et puis pour Bergerac et toute l'équipe. J'espère que ça va continuer, qu'on soit en quart de finale et après ça ira très bien. Et figurez-vous qu'on va peut-être avoir le résultat de New York Paris Saint-Germain. Vous savez combien il reste quelques minutes. Vous savez combien il y a en ce moment en New York PSG? Bien sûr. À votre avis? Je sais pas. Est-ce que c'est une surprise ou pas? Il y avait 0-0 tout à l'heure. Exactement. 0-0. New York plus fort que Barcelone, madame. 1-0 simplement pour Paris. But de Pastore. On va le voir tout à l'heure. New York plus fort que Barcelone. Bon. Abdel Jamaï, milieu de terrain de Bergerac. Vous êtes allé à Bergerac Pas récemment. Vous connaissez? Pas récemment. Vous avez tort parce que c'est... Ah ben moi j'y étais très belle en vacances. Vous étiez en vacances à Bergerac? Bah oui. Je voulais voir Cyrano, il n'était pas là. Il est plus là depuis longtemps, je crois. Oh merde. On m'aurait menti. Écoutons Abdel Jamaï. On a réalisé l'espoir contre Lens, donc on va essayer de reproduire la même chose. On reste en CFA, on est quand même un club amateur. Maintenant, c'est une belle affiche qui nous attend jeudi. C'est quand même une Ligue 1. Le match va pas être facile, donc voilà, on va essayer d'aller au bout de nous-mêmes et d'essayer de gagner ce match pour nos supporters et puis essayer pour ce jour de fête qui sera mémoriable pour le club. Bon, en tout cas, Bergerac veut y croire effectivement face à Lille. C'est terminé. C'est possible d'ailleurs. Bien sûr. C'est Paris Saint-Germain. Alors, il reste encore 5-10 minutes. On va voir, théoriquement, on aura des images de New York Paris Saint-Germain et de Quevilly-Guingamp. Vous avez le résultat de Quevilly-Guingamp? 2-0 pour Guingamp sur début en seconde période pour l'instant. C'est parfait. Et on ouvre donc l'affaire Lama. Avec vous, Pierre Maturana, dans ce l'affaire Lama, pourquoi? Parce que Thibaut, dans une interview, voilà. De ce
De demain. Mars de demain. Qui sort demain, ouais. Bernard Labat, c'est le titre de l'interview, le dit, je ne suis pas un simple gardien, je n'étais pas un simple gardien. Et il artille. Il artille très fort. Ouais, ouais. Il artille, du verbe artiller. Oui, bon. C'est un artilleur. Ouais. Alors, dites-nous ce qu'il a dit. Il crache son venin. Exactement. Bernard Labat, notamment sur Fabien Barthez, Luis Fernandez, sur Fabien Barthez. On sait qu'ils étaient en conflit presque, une rivalité très forte en tant que gardien de l'équipe de France. Barthez, c'est un bon soldat, il est blanc, pas très intelligent, il ne fait pas trop d'histoire. C'est fou de dire ça. Comment on peut dire de quelqu'un qui n'est pas très intelligent? On est tous l'intelligent de quelqu'un, j'ai envie de dire. C'est fascinant de dire ça. Ah, c'est pas ça. Ouais, c'était plus ça qui me choque. Oui, il est blanc d'ailleurs, vous avez raison. Non, mais les blancs, c'est une expression. C'est une expression. Non, mais il est blanc, c'est-à-dire. Une expression. Quand il dit. Il est transparent, il voulait dire. Ah, il est blanc. Ah oui, je croyais qu'il était blanc. Ah oui, je croyais qu'il parlait de sa couleur. Non, pas de saveur. Pierre, c'est Pierre qui a écrit le papier. Non, j'ai pas écrit le papier, j'ai édité le papier. Oui, c'est différent. Il y a un discours autour de ce que dit Bernard Labat. Là, il y a 3 phrases depuis hier qui tournent dans tous les sens. Il y a quand même 35 000 signes d'interview dans SoFoot. Il y a 4 heures de bande, etc. Il parle, il n'était pas du tout dans une posture de je vais dégommer tout le monde, je vais cracher, machin, etc. C'était une interview très posée, sereine, lucide, etc. Il y a un discours, on y adhère ou pas, mais qui est assez construit autour. Il y a rien de décousu. C'est quoi la construction? C'est quoi l'optique? Il part pas dans tous les sens. Et c'est vrai que dans l'interview, on aborde notamment, on a remonté toute sa vie et sa carrière, et donc les moments forts qui ont jalonné ça. Fatalement, la concurrence avec Barthez est dedans, mais on est vraiment parti de son enfance en Guyane jusqu'à aujourd'hui. Et lui, il est un peu marqué par, il a un discours, sur la question noire, etc. Tout ce qui se passe, tout ce qui a pu se passer en Guyane. Là, pardonnez-moi, vous sortez des gommes Barthez. C'est pas moi qui la sort. Non, mais moi, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il le dégomme? Est-ce que c'est intelligent de dire de quelqu'un qu'il n'est pas intelligent? Je ne suis pas là pour la question. Vous avez 4 heures. Franchement, vous avez 4 heures. Ça ne me paraît pas un summum d'intelligence de souligner que quelqu'un ne l'est pas. En tant qu'éditeur, je suis pas là pour dire à Bernard Labat, attention, tu ne devrais pas dire ça. Bernard Labat, on lui tend un micro, on lui ment pas, il y a un micro devant, il y a un microphone devant lui, il est posé. Vous le forcez pas. Il est posé à l'Indiana Café du 20e, il est tranquille, voilà, il veut parler. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Sur Luis Fernandez, ça vous intéresse sur Luis Fernandez? Oui, ça intéressait beaucoup de monde. C'était le folklore avec Luis Fernandez, un entraîneur de coupe, pas de stabilité avec Luis Fernandez. Toutes les semaines, il fallait qu'il change l'équipe. C'était quelqu'un qui n'a pas compris où il était. C'était trop haut pour lui intellectuellement. Il y avait un décalage. Il suffit de voir comment il parle. Ah oui, méchant, là c'est méchant. C'est violent, c'est même violent. C'est pas méchant. Et pourtant, ce qui est drôle en plus, c'est qu'il attaque à chaque fois sur intelligence. Là, on a enlevé la fin de ce qu'il dit, mais pourtant il dit, mais il me demande en interview sur Sport fréquemment, je n'ai rien contre lui, je l'apprécie finalement. Oui, mais c'est marrant d'attaquer. C'est plus réciproque. Non, mais c'est marrant d'attaquer, je ne sais pas ce que vous en pensez tous, c'est marrant d'attaquer quelqu'un 2 fois sur son intellect. Alors, je pense qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi un certain, vous l'avez vu, il y a l'ego chez Bernard Labat, il y a quelque chose qui ressort un peu souvent. Je pense qu'il a envie de montrer que pendant longtemps on l'a un peu mis de côté, c'est-à-dire que finalement on a retenu que Barthez et le palmarès extraordinaire de Barthez, mais on n'a pas retenu Bernard Labat autrement que pour l'affaire du joint ou ce genre de choses quoi. Et je pense qu'à un moment il s'est dit attention, moi je n'ai pas non plus le dernier des débiles, voilà, il dit moi j'ai aussi un discours à tenir, on m'a jamais mais personne ne le conteste. Ce qui est amusant, c'est pas très sympa, d'abord pas très confraternel pour d'accord, mais je pense que c'est pas du tout dans un truc d'être gentil avec les gens apparemment. Quand tu balances des choses comme ça, c'est juste incroyable de... Je comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis c'est dans un contexte. Quel est le contexte dans lequel tu peux te permettre de dire des choses pareilles? Non, mais parce que je pense que quand tu parles, quand tu évites pas forcément un rapport au monde qui est compliqué. Il y a un rapport au monde qui est compliqué. Non, il y a un rapport méfiant à tout ce qui se passe, etc. C'est sûr. Il y a un rapport de vouloir essayer de recadrer les choses dans des contextes historiques, etc. Historique. Oui. Enfin, franchement, tout ce qui est sur la Guyane, c'est extraordinaire. Vraiment. Mais vous me parlez de la Guyane, non, on vous parle de Fernandez. Mais tout le discours arrive de là. Bon. Après, il y a tout un truc sur. On voulait pas le moi parce que j'étais un leader, j'étais black, donc ça faisait un peu chier, etc. Voilà, il y a tout ça qui va derrière. Et il y a un moment, il dit on préférait parler à Barthez, qui vont voilà. C'est pas vrai du tout. La vérité, c'est que Barthez était meilleur que Lamas. Je dis pas que c'est vrai ou pas. Je dis comment lui. Non, mais parce que Barthez était meilleur en équipe de France que Lamas. Lamas était très très haut aussi. Et Lamas était très bon aussi. Mais Barthez était meilleur. Là où Lamas avait raison, c'est quand Jacquet a choisi, Barthez était meilleur. Pascal, il faut rétablir la vérité. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'à l'époque, Fabien Barthez avait des appuis en équipe de France. Certains joueurs que n'avait pas Bernard Lamas. C'est aussi ça qui
Est-ce qu'il est revanchard? Non, il n'y a pas de revanche. Je vous jure. Moi, je suis pas trop d'accord avec vous parce que Lama était un immense gardien de but, mais quand Barthez lui a pris sa place, Barthez était tout simplement meilleur. Mais c'est politique, vous savez comment ça se passe. Justement, lui, il sait de quoi il parle. Il sait comment il a vécu les choses sans les appuis des uns et des autres, un peu comme Dugarry qui aurait jamais joué en équipe de France, qui aurait jamais s'il n'y avait pas eu Zidane. Et donc, non mais voilà, c'est donc. Bon. Il s'explique. Pourquoi vous dites Dugarry n'aurait jamais joué? Et rappelez-vous d'ailleurs. Franchement, vous nous revisitez l'histoire. Mais je vous revisite pas. Mais qui aurait joué à sa place? Mais je vous revisite pas l'histoire, je vous dis tout simplement. C'était un des meilleurs attaquants à l'époque. Mais non, Pascal, qui était meilleur que lui? Vous le savez très bien. Mais je le savais très bien. Vous savez très bien. Lui-même le dit. Mais oui, bien sûr. Je suis pas l'avocat de Dugarry, mais bon. Si, selon Bernard Lama. Autre passage? Oui, c'est la réponse de Luis Fernandez quand même qui est succulente. Si apparemment il ne parle pas bien, en tout cas il tweet de façon assez géniale. Luis Fernandez. Salut Bernard, à notre grand souvenir en affichant la photo de la finale de la Coupe des Coupes de 96. J'espère que tu n'as pas replongé. Fais gaffe, ça fait perdre la mémoire, avec un lien vers un article de Libération du 5 juin 97 où on parle de l'affaire du hashish. Le hashish fait plonger le gardien de but, Bernard Lama, contrôlé positif. Une histoire qui avait fait coller beaucoup d'encre. Faut pas le chercher. Bon, est-ce qu'il y a un autre passage? D'abord, on vous fait de la pub, parce qu'on va tous l'acheter, ce foot en sortant. Il est où Bernard Lama? Il est en France aujourd'hui? Franchement, j'ai pas payé. Non, mais qu'est-ce qu'il fait surtout, Bernard Lama? Je pense qu'il attend qu'on lui propose des choses. Il a un business de bouteilles en plastique en Guyane qui cartonne. Je suis d'accord avec vous, mais dans le milieu du foot, par exemple, Philippe Diallo, il a des propositions. Et dans l'humanitaire, il fait. Non, mais je vous parle de. Mais c'est important pour le souligner. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que. Et c'est du foot aussi, Djambar. Philippe Diallo, je vais vous poser une question embarrassante. Est-ce qu'il a bonne auprès de vos amis les présidents qui pourraient lui confier? Je ne pense pas qu'il ait une proposition particulière d'un club. Et pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête. Je ne suis pas dans la tête des différents. Mais dites-le, Pascal. Moi, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Vous le dédites, oui, moi, je vais vous le dire. Quand vous regardez tous les anciens footballeurs, tous les grands footballeurs qu'il y a eu, donnez-moi les questions, on peut en dire ce qu'on veut, les questions discriminatoires, elles sont présentes dans toutes ces institutions. Moi, je vous le dis et je le répète, on combat ça parce qu'il y a un moment... C'est-à-dire qu'il... Alors, non, mais soyez clair. Il n'entraîne pas de club parce qu'il est noir. Mais c'est pas... Mais c'est pas forcément que être entraîneur. Mais Camboré, on a vu ce qui s'est pris dans la tronche pendant un bon bout de temps. Mais au-delà de ça, regardez dans toutes les institutions, Pascal, moi, je vous le dis, comme ça se vit, quand vous regardez dans toutes les institutions françaises, ok, vous regardez les stades et vous regardez les institutions, dites-moi si c'est comparable. Diallo, il représente l'institution. C'est une des exceptions. C'est une des exceptions. Pape Diouf. Mais c'est pas notre débat. Citez-moi-en d'autres. Non, mais c'est une réalité. Mais ceci dit, est-ce que je peux revenir sur Bernard Lama? Sur Bernard Lama. Désolé. On parlait de Bernard Lama. Donc moi, je veux bien qu'on ramène tout. Je veux bien, Ross, qu'on ramène tout. Mais Lama, il dénonce quelque chose qui est latent. Je veux bien qu'on ramène tout à ce problème-là. C'est-à-dire que vous me dites j'ai pas dit qu'on ramène tout à ça. Mais si, c'est vous qui le faites. C'est-à-dire que Bernard Lama n'a pas de proposition parce qu'il est noir. C'est ce que vous me dites ce soir. Il a peut-être aussi une personnalité. Non, mais c'est ce que vous nous dites. Mais c'est ce que vous nous dites. Je vous dis, dans les instances françaises de foot, il y a des problèmes discriminatoires. Vous le savez très bien. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. C'est un constat. Je vous demande si c'est votre position. C'est ma position. Voilà, c'est tout. C'est mon dernier mot. Ensuite, est-ce que c'est pour ça que Bernard Lama n'est pas dans le football? Pardon. C'est pour ça que Bernard Lama n'est pas dans le football. J'ai pas dit forcément dans son cas à lui. C'était la question. J'ai pas dit que uniquement dans son cas à lui. Mais en tout cas, il y a une réalité qui est là et qui dénonce et qui le dit et qui est concrète. Vous avez bien vendu le papier. Merci. Foot. Merci. En tout cas, c'est dommage. Voilà, c'est bien dommage de. C'est terminé en revanche. C'est toujours un peu animé. Ça aussi, c'est dommage. C'est animé. Il y avait une bonne ambiance. Mais bonne ambiance. Nous sommes amis. Sachez-le. Mais le débat, c'est la vie. L'info se poursuit sur iTélé.